Bienvenue pour cette nouvelle conférence où nous allons nous intéresser à la santé mentale des jeunes. 20% des 15-24 ans donc, souffraient de syndrome dépressif en 2021. C'est 4 fois plus que le taux qui avait été établi en 2014. Alors la crise du Covid et les différents confinements peuvent sans doute expliquer donc, cette situation. Il faut également interroger l'effet de la crise climatique qui génère des angoisses et aussi certainement donc, la virtualisation des relations. Autant de sujets dont nous allons parler avec le docteur Alexandra Carré, que je vous demande d'applaudir. Elle est psychiatre à l'unité jeunes adultes et adolescents, service d'intervention précoce à l'hôpital La Colombière à Montpellier. Bonjour docteur, bienvenue. Les échanges vont être animés par Olivier Hertel, journaliste au Point. Bonjour Olivier, on vous applaudit également. Je vous laisse vous installer tranquillement et donc échanger avec le docteur sur cette vraie problématique de santé publique. Bonjour Alexandra. On va peut-être commencer déjà par ces chiffres qui sont assez étonnants, cette augmentation de... Oui, alors effectivement, c'est des chiffres qui ont été déjà établis au niveau international, donc par l'OMS qui a alerté dès 2020 sur la dégradation de la santé mentale des jeunes, qui a exhorté les États à mettre en œuvre des politiques de prévention, de prise en charge, et c'est confirmé au niveau national. Donc, ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation, il y a un jeune sur 4 qui est en état de souffrance psychique en France. Enfin, c'est ce qu'on retrouve aussi au niveau international. Un jeune sur 5 qui présente des symptômes dépressifs. Donc, quand on dit jeune, on dit 15-25 ans. Voilà, la période entre 15 et 25 ans, puisque c'est une période clé pendant laquelle le cerveau est en développement. Et ce qui est alarmant, c'est que c'est une hausse qui tend à perdurer. C'est-à-dire qu'on est sorti du Covid, etc. Et c'est vrai que les chiffres de 2023 ne sont pas meilleurs. Il y a une augmentation aussi des consultations aux urgences. Voilà, ce qu'on évalue, c'est les appels à SOS médecins et les taux de passage aux urgences, avec des taux de passage pour donc on appelle le trouble psy, et puis état dépressif, gestes suicidaires, idées suicidaires, et c'est multiplié. Donc, par exemple, en mai 2023, par rapport à mai 2022, ça avait encore augmenté. Voilà. En plus, c'est des pathologies assez lourdes. C'est des pathologies lourdes, et puis ça touche des sujets jeunes qui sont plutôt moins préoccupés que les plus âgés par leur santé mentale, qui vont moins demander de l'aide. D'accord. Alors, est-ce qu'on a une petite idée des causes ? Est-ce qu'on est capable de les identifier ? On a beaucoup parlé du Covid, du confinement, des situations assez particulières, de l'éco-anxiété aussi. Alors effectivement, il y a plusieurs causes qu'on peut retrouver. Il y a le Covid. Le Covid, il y a une étude, une enquête de Santé publique France, la Confiado, qui a montré qu'il y avait eu un vrai impact, surtout du premier confinement, avec une fermeture des établissements scolaires, particulièrement chez les jeunes qui étaient... Là, ça a montré une nette fracture sociale chez les jeunes qui étaient issus de familles monoparentales, de familles qui étaient de milieux ouvriers, qui avaient moins de soutien social, plus de temps passé sur les écrans. Qui ont été particulièrement touchés. Après, ça a été désociabilisant pour tout le monde, pour les étudiants, beaucoup. Donc ça, c'est vraiment une cause de mal-être. Il y a aussi le dérèglement climatique. Il y a une étude qui a été publiée en 2021 qui montre que 3/4 des jeunes jugent leur avenir effrayant du fait du changement climatique, avec une perte d'espoir dans la société qui va leur être proposée. Il y a, en France, et c'est constaté aussi dans d'autres pays, un ralentissement de
la fécondité. C'est-à-dire que les jeunes déclarent qu'ils sont 4 sur 10 à hésiter à avoir des enfants du fait du dérèglement climatique. Et effectivement, il y a un ralentissement. Et puis après, il y a eu d'autres causes, les crises économiques, la guerre en Ukraine, enfin les causes plus... Si on revient sur le confinement, c'est une situation, enfin le Covid et le confinement, bon, il y a l'anxiété par rapport aux risques liés au virus et à la propagation du virus, etc. Mais il y a aussi peut-être le contexte dans lequel les enfants se sont retrouvés, c'est-à-dire chez eux, avec leurs parents, sans leurs copains. Donc tout ça, ça a eu des effets. Donc il y a eu beaucoup de tensions intrafamiliales, enfin beaucoup plus fortes. Il y a eu moins d'exutoires. Il y a eu une hausse des violences intrafamiliales. Et puis, il y a aussi des familles les jeunes dans les familles ont un membre qui a été hospitalisé, qui a été lui-même infecté, ont été plus touchés. Il y a vraiment une grande angoisse. Il y avait l'angoisse aussi d'être porteur, de transmettre ce qui allait tuer les grands-parents, enfin, de la culpabilité. L'angoisse pour les autres, en fait, on s'inquiétait aussi pour ses parents, même ses grands-parents. Même si eux-mêmes, au niveau du Covid, ils étaient moins touchés physiquement. Ouais. Alors, on parle aussi beaucoup des réseaux sociaux. En ce moment, l'actualité, elle est assez violente, avec des images qui, des fois, sont diffusées, enfin souvent même, sont diffusées sur Twitter ou sur TikTok sans filtre, et qui arrivent en fait dans le fil des comptes des jeunes qui ont accès à ces réseaux-là. Est-ce que cette violence, qui est de plus en plus présente, on le voit aujourd'hui, est-ce qu'elle a un impact fort sur cette angoisse, enfin sur ce... C'est vrai que c'est un petit peu c'est surtout l'angoisse des... Enfin, il y a peu d'études, il y a vraiment l'angoisse des parents, des adultes, de comment protéger, éduquer son enfant aussi, par rapport au temps d'écran, par rapport au contact qu'il peut y avoir avec des images de violence qui sont beaucoup plus transmises, enfin, qui sont balancées comme ça, et on se retrouve dans du voyeurisme enfin voilà. Et c'est vrai que les jeunes, ils ont moins de filtres aussi pour faire attention à ça. Donc là, c'est vraiment l'affaire de tous. Enfin là, c'est vraiment au niveau des parents de discuter, de dialoguer. C'est vrai que c'est une tranche d'âge où le cerveau il est en plein développement et il faut faire quand même bien attention à tout ce qui peut venir maintenir du stress, impacter, traumatiser. Sans non plus les isoler, parce que couper les écrans... Les ados, eux, quand ils sont confrontés à ces images de violence, ils le ressentent comment? Est-ce que c'est traumatisant? Parce que les parents s'inquiètent beaucoup. Enfin, c'est vraiment un sujet dans les familles. C'est arrête ton téléphone, parce que justement, on a toujours peur que les enfants soient exposés à ces images. Il y a une étude qui montre que, par exemple, ils sont plus choqués par les images sexuelles, enfin donc les diffusions d'images sexuelles, bien qu'ils peuvent aussi aller chercher ça, mais ils sont choqués plus par des images sexuelles que par des images de violence, torture, etc., qui les choquent aussi, mais comme s'ils devaient s'habituer à un monde, de toute façon, où il y a de la cruauté, où c'est assez mis en spectacle, mis en scène aussi, c'est balancé comme ça. Donc c'est comme s'ils devaient un petit peu, de manière désabusée, s'y habituer. Et ça, je pense que c'est vraiment à nous, en tant qu'adultes, de faire prendre de la distance avec ça et non, c'est pas normal. Enfin, c'est une instrumentalisation qui est pas normale. Ce qui paraît assez étonnant, c'est plus ce rapport à la sexualité qui peut être plus traumatisant, parce qu'ils peut-être qu'ils se sentent plus concernés, plus proches, peut-être que la violence qu'on voit aujourd'hui. Ça touche leur intimité. Il y a encore, même si ils sont face à des images de pornographie ou des choses comme ça, il reste quand même aussi assez romantique. Et la sexualité, c'est aussi c'est de l'ordre vraiment de la pudeur. Alors, vous l'évoquiez juste avant, on parlait du cerveau et de l'importance en fait du développement du cerveau et des changements qui surviennent à cet âge-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que souvent, on ne comprend pas forcément bien, quand on est adulte, on ne comprend pas très bien le comportement des ados. Oui. Ils ont quand même des bonnes excuses, on va dire. Ils ont des bonnes excuses, beaucoup de bonnes excuses. Oui, mais c'est vrai qu'il y a la métaphore, c'est un psychiatre qui s'appelle David Gourion qui utilise cette métaphore que je trouve très juste, que le cerveau, c'est comme un jardin en friche. Et donc, on est dans l'enfance, c'est un jardin, c'est très touffu, puis il y a des jeunes pousses de partout, on apprend le langage, enfin bref. Donc, en fait, c'est en friche. Et à la puberté, sous l'influence des hormones, en fait, il y a un élagage qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a des pousses qu'on va détruire, et ça, c'est tout à fait logique, et d'autres, au contraire, qui vont devenir de plus en plus focus,
dans leur destination, avec une vitesse de transmission des informations qui va être de plus en plus rapide. On va vraiment outiller, et ça c'est à partir de 15 ans à peu près, et grâce à une gaine qui se met autour des neurones qui s'appelle la myéline. Et donc cette myélinisation, elle se produit d'abord en région postérieure, puis vers la fin de l'adolescence, vers 18 ans, en région préfrontale. Donc il y a d'abord accès à un petit peu tout ce qui touche les émotions, le plaisir immédiat, etc. Et ensuite, plus tard, vers 17-18 ans, plus accès à pouvoir anticiper les conséquences de ses actes. Et cette maturation-là, ça peut expliquer que ça ne sert à rien à 15 ans d'insister. Enfin, ça sert à rien. Il ne faut pas perdre son énergie trop non plus sur le fait que de leur faire prendre conscience de la conséquence de leurs actes. Ils n'ont pas encore vraiment le câblage neuronal pour ça. Oui. Ils ne sont pas encore équipés. Voilà, à 17-18 ans, oui. Après, tout ça, c'est des histoires c'est variable. Mais quand même, il faut avoir ça en tête et du coup, avoir d'autres outils pour pas les rendre responsables comme ça mais tu ne te rends pas compte de ce que tu fais. Enfin, voilà. Et c'est vrai que c'est une période vraiment de grande vulnérabilité, du coup, parce que comme il y a une maturation cérébrale, c'est là aussi où il y a des troubles qui peuvent se développer. C'est un grand bazar à ce moment-là, qui peut des fois se traduire par des comportements aberrants qu'on a tous vus chez les ados. Qui doivent passer. Mais seulement, c'est aussi en même temps une immense opportunité. Oui, c'est une grande fenêtre d'opportunité, et c'est vrai que parce que on peut être un mauvais jardinier. Au lieu de couper les bonnes pousses, au lieu de couper les mauvaises, on élague les bonnes pousses. Par exemple, le cannabis, c'est un mauvais jardinier. Tous les stresseurs, l'isolement social, le harcèlement scolaire, c'est des mauvais jardiniers. Et c'est vrai que si on coupe, on va dire, les bons arbustes et qu'on laisse n'importe comment, ça va faire le lit des maladies psychiatriques. Comme et les troubles de personnalité, les schizophrénies. Donc ça veut dire que ce moment vraiment critique de l'adolescence, c'est un grand chambardement, un grand bouleversement avec ce qu'on a dit, des comportements aberrants. C'est aussi le moyen de réorienter peut-être le cerveau très souple, dans la bonne direction. Voilà. À chaque fois, on leur dit, mais c'est souple là-dedans. Alors, c'est entre 15 et 25 ans, vraiment, c'est encore tout souple. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on se développe maintenant en France avec du retard par rapport à l'Australie, par exemple, par rapport à certains pays, mais toute une politique de prévention précoce, de détection. On a des outils qui nous aident à déterminer parmi toutes les dégradations de fonctionnement, lesquelles deviennent plus quand même inquiétantes, qui perdurent dans le temps et qui nécessitent des interventions particulières. Ça ne veut pas dire des traitements médicamenteux. Ça peut, mais pas que. C'est surtout des interventions de maintien dans la scolarité, de psychothérapie. Et c'est ce qu'on appelle de l'intervention précoce. Donc on a un centre à Montpellier d'intervention précoce. Il y en a dans d'autres villes. Et c'est vrai que c'est très, très porteur d'espoir parce que ça permet d'infléchir l'évolution et d'éviter de rentrer dans des pathologies plus sévères. Il faut vraiment profiter de ce moment, de cette plasticité du cerveau pour essayer de l'orienter dans la bonne direction. Et donc c'est aussi à cet âge-là qu'on dépiste aussi des pathologies lourdes chez les jeunes. Comme la schizophrénie ou le trouble bipolaire. Et même de manière plus ponctuelle, la dépression, c'est vrai qu'il faut vraiment... le suicide, par exemple, c'est quelque chose d'assez... qui est encore très choquant parce que en France, il y a vraiment un tabou quand même par rapport au passage à l'acte suicidaire. Le suicide, c'est, je crois, la première cause de mortalité chez les 15-30 ans. Et il y a... C'est fou, en fait. C'est vrai, c'est... Alors, effectivement, on voit beaucoup de passages aux urgences pour des tentatives de suicide. Malheureusement, des fois, c'est aussi des suicides réussis. Et on sait que la prévention dans le suicide, elle fonctionne, elle est efficace. Sauf qu'il faut y mettre des moyens. Il faut développer. Alors, il y a un numéro national qui est le 3114, qui a été mis en place justement après la première vague de Covid. Le 3114. 3114, c'est un numéro. Donc, il y a un centre à Montpellier, il y en a dans plein de villes en France, mais c'est un numéro où qu'on soit, on peut appeler, c'est gratuit, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il y a des répondants qui sont là pour évaluer un peu le risque de passage à l'acte derrière l'appel, et puis de déclencher les soins qui sont nécessaires, les mises en relation qui sont nécessaires. Et c'est vrai que, par exemple, ce 3114, on n'en entendait pas trop parler. Il y a Stromae, il y a 2 ans, à la télé, qui a abordé ses pensées suicidaires. Ça a été formidable parce que c'était une levée de tabou.
Il y a eu derrière son intervention énormément d'appels au 3114 et donc du coup ça a permis à des gens d'accéder à des soins. Et voilà, c'est vrai que si on avait mis autant de moyens dans la prévention du suicide que ce qu'on a mis dans la sécurité routière, en 75, je crois, il y avait 35 000 morts par an d'accidents de la route. Maintenant, c'est 3 500. Ouais. Enfin, voilà, c'est... D'ailleurs, c'est important de signaler ce genre de dispositif parce que souvent, quand on est confronté à la maladie mentale, le premier réflexe, c'est de se dire il faut absolument consulter un psychiatre, ce qui n'est pas forcément la voie privilégiée. Ça serait super si on était très, très nombreux. J'ai l'impression que vous n'êtes pas assez nombreux et que vous êtes un peu surchargés. Non, ça serait... Oui, c'est bien d'aller voir le psychiatre, sauf qu'on n'est pas nombreux. Former un psychiatre, ça veut dire c'est 10 ans. Et puis un psychiatre qui reste à l'hôpital, c'est toute une autre, encore on soulève d'autres problèmes, hein, l'attractivité des métiers, enfin bref. Donc il n'y a pas assez de psychiatres, voilà. Et il y a encore moins de pédopsychiatres, hein, puisqu'on est dans cette tranche d'âge-là jeune. Donc en fait, c'est vrai, il faut se dire vraiment que c'est l'affaire de tous. C'est-à-dire qu'il y a quand même des médecins généralistes, il y a des infirmiers, il y a des infirmiers scolaires, il y a des éducateurs dans les missions locales. Tout le monde doit être concerné, les parents, les pères aussi. Donc c'est vrai qu'il y a, par exemple, maintenant on développe des formations aux soins de on appelle ça les premiers secours en santé mentale. Donc là, Montpellier, par exemple, essaie de développer ça auprès des jeunes. Ça commence, c'est tout hésitant, balbutiant, mais ça commence à se mettre en place, ces formations-là, parce que c'est se dire, c'est vraiment l'affaire de tous, c'est-à-dire qu'il faut savoir repérer un petit peu ce qui peut amener chez le médecin, et le médecin, ensuite, il décidera s'il faut ou pas aller voir un psychiatre ou un psychologue. Et qui se forme justement là, dans ce cas-là? Ça peut être les parents, ça peut être... Oui, les parents peuvent se former. Il y a les gens de la ville, enfin les personnes qui sont amenées à accueillir des jeunes dans les missions locales, dans les centres de formation, dans les lycées, les infirmières scolaires. C'est toutes les personnes qui sont en contact avec des jeunes pour faire un peu un réseau sentinelle qui soit... Alors justement, comment on détecte, alors quand on est un parent, qu'on n'est pas formé, comment on détecte justement ce genre de trouble? Qu'est-ce qui doit nous alerter en fait? C'est en fait des dégradations qui durent. C'est-à-dire qu'un ado qui boude ou qui claque la porte ou qui fume des joints ou qui commence un peu à faire un peu n'importe quoi. Sur le téléphone ou sur... qui rate un peu des cours. Bon, il faut en fait instaurer le dialogue. C'est vrai que s'il n'y a pas de dialogue possible, le problème c'est qu'on passe à côté de... C'est vrai quand on n'arrive pas à dialoguer, il faut essayer de trouver des tiers. Parce qu'on passe à côté, on n'observe pas correctement ce qui se passe quand on n'arrive plus à dialoguer. Parce que du coup, le jeune il s'enferme, on n'a pas accès en fait à ce qui se passe. S'il y a un abandon des relations amicales, s'il y a un abandon des activités qui étaient investies, sportives, artistiques, etc., s'il y a un fléchissement des résultats scolaires important, si la personne commence à avoir des idées de tristesse, ou manifester de la tristesse, il faut en parler. Il ne faut pas forcément médicaliser, mais il faut trouver du soutien. Et après, il y a la dépression où là... il y a plus des voyants vraiment qui doivent alerter, mais là on est un cran au-dessus. La dépression, il y a 5 voyants rouges vraiment. C'est des états de tristesse, une fatigue anormale, des pertes de plaisir, de pertes d'intérêt. Il y a aussi un ralentissement, donc une perte de concentration, des difficultés dans la mémoire, et puis des idées noires. Et ça, tout le temps, toute la journée, tous les jours, pendant plus de 15 jours. Là, c'est médecin. Voilà. Donc, ce qui doit alerter, c'est si ces comportements-là s'établissent, s'ils durent, s'il y en a plusieurs, pas seulement un seul. Voilà, et si ça a des conséquences, s'il y a un retentissement, un jeune qui en a ras-le-bol, qui a envie de tout casser, qui se plaint, qui s'exprime, qui s'habille en noir, mais qui exprime, qui extériorise, et qui en même temps continue à avoir des bonnes notes ou continue à voir ses copains ou continue ça nous inquiète pas trop. Si on fait une activité avec lui le week-end et que ça se passe bien, donc c'est ce genre de choses. Par se balader, ou faire du shopping, ou ce qu'il apprécie, ou se mettre aux jeux vidéo avec lui, ou je sais pas. Mais donc par contre si c'est l'inverse et si on a beaucoup de ces voyants-là, et puis qu'il n'y a pas de dialogue possible ou un refus, parce que souvent les jeunes ils veulent pas alerter leurs parents non plus, donc du coup ils n'ont pas envie d'en parler, mais on voit que ça continue
être présent, oui, là, il faut... Donc là, c'est le médecin au moins le généraliste, qui après peut renvoyer vers Oui. le psychiatre pour des situations un petit peu d'urgence. Je pense qu'il y a un point qui vous tient à cœur aussi, et ça correspond un peu à tout ce qu'on a dit, c'est que la santé mentale, c'est un peu l'affaire de tous. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit tous un peu impliqués, les parents, Oui. Et c'est pour ça, c'est l'occasion d'en parler, mais c'est vrai que on a envie de... Après, il ne faut pas trop en parler, parce que c'est pareil que l'éco-anxiété. Si on en parle trop, paf, les gens ils sont dans le déni. Et... Enfin bon, donc il y a une ligne de crête à trouver, mais c'est vrai qu'il faut quand même en parler, parce que comme nous, moi en tant que psychiatre spécialisée dans la détection précoce de certains troubles, on n'a pas vraiment de signes spécifiques. Il faut qu'on touche le plus grand nombre pour arriver à cibler un petit peu les personnes qui sont le plus en détresse. C'est pas celles qui vont en premier demander de l'aide. D'accord. Merci beaucoup, Alexandra. Merci beaucoup, docteur. Je propose qu'on prenne quelques questions dans la salle, parce que vous êtes très nombreux, donc j'imagine peut-être vous avez des interrogations, des demandes de précision sur tout ce qui vient d'être dit. Donc n'hésitez pas, voilà, j'ai déjà une demande de parole au premier rang, n'hésitez pas à vous signaler là également. Il y a plusieurs hôtesses, donc voilà, on vous écoute. Merci, bonjour. Excusez-moi, je suis arrivée en retard. J'ai été à un autre atelier là-haut, donc ça finissait pas. Je ne sais pas si vous avez parlé de tous les nouveaux troubles, des jeunes adolescents, les TDAH, les 10, les machins. Et je trouve que ça prend une ampleur phénoménale quand même dans les classes. Et je voudrais savoir si c'est le fait qu'on les détecte plus, ou si c'est un phénomène sociétal dû à tout ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Merci. Merci. Alors, donc, c'est vrai que j'espère qu'on les détecte plus. Ah, pardon. Non, je déclinais le sigle simplement pour que tout le monde comprenne. Donc, effectivement, tout ce qui peut toucher aux troubles de l'attention. Oui, ce qu'on appelle les 10, les troubles des apprentissages et les troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité. J'espère qu'on les détecte plus. Je ne sais pas s'il y en a plus. Je ne pense pas que ce soit un phénomène sociétal. Après, là, pour le coup, on s'appuie sur des classifications. C'est-à-dire que normalement, on pose des diagnostics avec des catégories qui sont consensuelles, qui ont fait l'objet de recherches. Et c'est vrai que des fois, on freine certaines familles qui pensent avoir posé c'est souvent un refuge aussi pour les familles pour se dire oui, il a des difficultés à l'école, c'est qu'il est. Oui. Mais moi, je suis pas pédopsychiatre, mais c'est vrai que quand le diagnostic est posé, et comme on est dans l'accompagnement sur maintenir la scolarité, maintenir la socialisation au maximum, c'est vrai que du coup, c'est des jeunes qui sont dans le circuit scolaire. Et c'est une grosse charge aussi pour l'éducation nationale. Merci beaucoup. Nous avons une autre question. On vous écoute. Oui, en tant que parent, on est souvent démunis quand on a un enfant qui va mal, entre guillemets. Donc, quand il est encore enfant, moins de 18 ans, je veux dire, on pourrait le traîner chez le médecin ou autre, mais on n'y arrive pas. Et quand c'est un jeune adulte qui a 18 ans, 19 ans, on nous dit, non, s'il n'a pas envie, il n'y a rien à faire. Donc, en tant que parent, on se sent très démunis. Quel conseil donner, docteur ? Oui, alors c'est vrai qu'il existe, donc effectivement, même en dessous de 18 ans, à partir de 15 ans, c'est très compliqué de traîner un gamin qui n'a pas envie. On ne peut pas sortir l'argument légal, enfin, on peut, mais enfin, c'est pas source d'alliance thérapeutique, on va dire. Et c'est vrai que du coup, il y a dans les réseaux de soutien, donc il y a la maison des adolescents, les points d'accueil écoute jeunes aussi, les PAEJ. C'est des structures qui sont donc gratuites, d'accueil inconditionnel, alors des jeunes, entre 12 et 20 ans, 12 et 22 ans, mais aussi des parents, des familles. C'est-à-dire qu'on peut aller à plusieurs reprises en tant que famille, parler de sa situation, pour essayer avec un aidant de trouver un petit peu les moyens d'amener son gamin à accepter de rencontrer quelqu'un ou à aller demander de l'aide aussi. Et c'est des dispositifs sur lesquels on s'appuie, voilà, qui sont moins stigmatisants que le médecin psychiatre. Voilà. Donc du coup, des fois, qui permettent une approche du jeune, déjà de la famille qui peut déposer un petit peu. Et nous, c'est tout un réseau d'alerte pour nous. C'est-à-dire qu'ensuite,
quand ils voient quand même qu'il y a des indicateurs inquiétants, et ils nous orientent directement. Donc c'est vraiment un réseau de première ligne qu'il faut utiliser. Donc il y a les points d'accueil Écoute Jeune et les maisons des adolescents. C'est en présentiel, c'est pas par téléphone. Merci beaucoup. Nous allons prendre une question. Monsieur, voilà, si vous pouvez vous lever, merci beaucoup. Bonjour. Des problèmes neurologiques peuvent-ils être malheureusement une alerte aussi à des problèmes de santé mentale? Tout dépend peut-être des troubles. Je ne sais pas si vous pouvez être plus précis dans votre question. Si vous pensez à des troubles en particulier, la mémoire neurologique du type, je sais pas, épilepsie, par exemple. Épilepsie. Merci. Oui, alors c'est peut-être plus Marion Leboyer qui pouvait répondre. Mais oui, effectivement, il y a des fragilités. C'est une vulnérabilité, en fait. C'est vrai que dans la santé mentale, elle peut se dégrader si on a une vulnérabilité cérébrale. Et c'est vrai que quand on a des troubles neurologiques, on a une vulnérabilité. Donc effectivement, ça peut rendre plus fragile à certaines souffrances mentales. Oui. Merci beaucoup. Nous allons prendre votre question, madame, si vous pouvez vous lever, si ça ne vous en gêne pas. Merci beaucoup. Bonjour. Vous parlez de plasticité cérébrale. Je voulais savoir un peu vers quel âge on pouvait... ou jusqu'à quel âge on pouvait faire un diagnostic. J'ai l'impression que c'est jamais évident, en fait. À quel âge enfin, des fois, c'est évident à 12 ans. Au niveau des pathologies, type schizophrénie, trouble bipolaire, des fois, c'est évident très jeune. Des fois, il y a un épisode psychotique, par exemple, et puis on essaye vraiment d'éviter l'installation de la pathologie. Et donc là, c'est là où on est dans l'intervention précoce. Et du coup, on pose pas le diagnostic que l'on pose, c'est premier épisode psychotique, en mettant tout en œuvre pour qu'il n'y ait pas un deuxième épisode psychotique où là, il y aura un diagnostic posé. Mais donc moi, je m'occupe d'un service qui accueille les jeunes entre 15 et 25 ans. Mais des fois, on peut faire un premier épisode psychotique à 27. C'est juste parce qu'à un moment, il faut mettre des limites. Puis des fois, on en fera 4 avant 20 ans. Enfin, c'est trop... Alors, la plasticité cérébrale, c'est toute la vie, par contre, quasiment. Donc, mais pas pour toute la vie, mais c'est moins plastique à partir de 25 ans. Mais oui, il y a de la neurogénèse quand même. On peut. Presque d'apprendre un instrument ou autre chose, on s'en rend bien compte que ça fonctionne encore. On en discutait un petit peu en aparté, mais c'est vrai que toutes les techniques un peu de tout ce qui peut, en fait, tout ce qui va oxygéner le cerveau. Il y a des études qui montrent que faire du vélo ou de la marche plusieurs fois par semaine pendant 30 minutes, ça oxygène l'hippocampe. L'hippocampe, c'est le centre de la mémoire, donc ça... après, il n'y a rien qui va éviter de faire telle ou telle pathologie, mais tant qu'on oxygène son cerveau, que ce soit par l'art, par la culture, par l'activité physique, par le dialogue... Lecture de la presse... La lecture du Point... Merci beaucoup. Madame, on vous écoute. Oui, bonjour. Je souhaiterais connaître quelle est la frontière entre un jeune environ 17 ans, 16-17 ans, qui joue aux jeux vidéo en réseau, et qui dit, par ce biais-là, être en connexion finalement, avoir un nouveau réseau social, amical et pas se sentir isolé. Et en tant que parent, quel regard porter là-dessus et quelle est la frontière entre la dépendance, j'allais dire, et vraiment la socialisation, un nouveau type de socialisation peut-être. Je n'ai pas entendu le tout début de la question. C'est-à-dire qu'il ne fait que ça ou il a quand même, il sort de sa chambre, de son écran? Lycée, jeux vidéo et un peu de lycée sport. Vous avez lycée, au lycée. Ah oui, donc toute la journée, il est au lycée quand le même. lycée, les jeux vidéo et le sport. Mais quand même, ça, c'est un jeune qui va très bien. Parce qu'il a des relations sociales dans la vraie vie, au lycée, et puis il utilise... En fait, on a vu au moment du Covid, quand ils avaient tous les enseignements à distance, etc., il y avait des jeunes qui ont été très rassurés par le fait qu'il n'y avait plus aucun contact social. Et puis ceux-là, ils allaient très bien pendant l'isolement, le confinement strict. Puis après, ça a été très mal parce qu'il a fallu retourner vers les autres. Et il y a d'autres jeunes, par contre, qui utilisent les réseaux sociaux. On dit l'activité pro-sociabilisante, c'est-à-dire ils l'utilisent pour effectivement avoir d'autres amis qu'ils rencontreront jamais, ou peut-être. Moi, j'ai des jeunes qui s'organisent des trucs, mais au bout de 2 ans, ils se rencontrent. Alors, ça fait 2 ans qu'ils sont tous les 3 jours sur Discord ou je sais pas quoi avec ces gamins-là.
Et puis au bout de 2 ans, ils vont se rencontrer et c'est super. Ça veut dire qu'ils ont augmenté leur relation sociale par les jeux vidéo. Ouais. Donc, Voilà. il ne m'endort pas, ça va. Pardon ? Il ne m'endort pas, alors ça va. Tout va bien. Une dernière question, très rapidement. On vous écoute, madame. Quel est le lien Oui, entre, quel est le lien entre les problèmes d'adolescents et de jeunes et la consommation de drogue? Est-ce qu'on a établi un lien, une proportion? Est-ce que c'est plus fréquent chez les adolescents, la consommation de drogue? Non, le lien entre les problèmes psychiatriques et la consommation de drogue. Ah oui, mais le cannabis, après, c'est vrai, c'est le cannabis qui est étudié, mais c'est vrai que le cannabis fait flamber les troubles psychiatriques. Alors après, maintenant, il y a le THC, le CBD, et il y a deux... Ouais. Enfin, c'est un petit peu encore... dans la mesure où maintenant, une partie de ces produits sont autorisés en vente libre dans des boutiques. Alors le THC, non, normalement. Bon, ou alors j'ai pas tout suivi, mais le CBD, oui. Il avait été autorisé Alors, par le gouvernement, très puis ensuite rapidement, parce interdit, et puis à Il nous nouveau reste moins autorisé. d'une minute. Pardon. Non, mais pas avec des effets psychotropes en fait du cannabis, avec c'est pas en fait par rapport aux produits qui sont vendus librement, il n'y a pas d'effet psychotrope. Non, normalement, alors ce qui est vendu librement, c'est le CBD, donc il n'y a pas d'effet. Alors après, c'est toujours compliqué en France parce que c'est pas dépénalisé, donc du coup, on n'est jamais sûr que ce qui est vendu, c'est vraiment ce qui est affiché. Et puis de toute façon, ils achètent sur Internet, ils vont pas dans la boutique, donc sur Internet, c'est pas du tout surveillé. Alors le CBD, les études en Hollande où c'est plus surveillé, normalement, il y a un effet peut-être anxiolytique, on n'en est pas sûr. En tout cas, c'est ce qui est mis en avant, l'effet anxiolytique du CBD, pas d'effet délirant, enfin hallucinogène, etc. Alors que le THC, donc l'autre composant du cannabis, oui, il y a des effets anxieux, c'est anxiogène, c'est dépressogène, ça induit des dépressions et ça peut induire des idées délirantes paranoïaques. Merci. Ça, c'est vrai. Mais pas qu'à l'adolescence, mais plus à l'adolescence parce que le cerveau est en maturation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Alexandra Carré. Merci, Olivier Hertel. On vous applaudit. On se retrouve donc dans quelques minutes pour évoquer ce qui se joue lors des 1000 premiers jours de la vie. Je vous invite également à passer au premier étage où il y a de très nombreuses animations, donc bien évidemment autour de la santé, autour de la prévention. Vous pourrez aussi rencontrer certains intervenants, je pense notamment à Ahmed Vallée. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est plein d'informations, même d'ateliers un peu ludiques. Donc voilà, et nous on se retrouve dans quelques minutes pour parler donc des 1000 premiers jours de la vie. Merci beaucoup.